la scène s'ouvre sur une contrée glacée, théâtre d'une guerre brutale. Des cadavres jonchent le champ de bataille, leurs corps figés recouvrant le sol. Certains sont engloutis par les flammes, brûlés sans pitié par l'ennemi. Au milieu de ce chaos se dresse Delman, porteur de la 3e épée de Caliburn et commandant de la flamme pourpre. Submergé par le triomphe, il lève son épée, célébrant l'issue de la bataille. L'un des 8 chefs, le Grand Khan, et toute sa tribu ont été anéantis. Les chevaliers de la Flamme Rouge ont triomphé sur les terres du royaume. À cette annonce, tous les chevaliers de la Flamme pourpre exultent. Ils acclament bruyamment, sautant et célébrant leur victoire chèrement acquise. Après avoir laissé retomber les festivités, Delman ordonne à tous de retourner à l'avant-poste et de commencer les préparatifs. Les chevaliers obéissent à l'unisson, le reconnaissant comme leur capitaine. Tandis qu'ils se mettent en marche, le visage de Delman se durcit. Il repense à ses exploits, estimant qu'après avoir accompli un tel exploit, il ne devrait plus se laisser faire par le nouveau maître chevalier. Sa colère s'intensifie, il serre les dents, même si cet homme a eu recours à des méthodes sournoises, inconnues de tous. Delman connaît la vérité. Caliban et les barbares se livraient un conflit de longue date, une guerre régie par l'honneur mutuel et des règles tacites. Mais cette fois, tout était différent. Ka'el Khan a été piégé. Il a été attiré seul et éliminé par une force infiltrée. Tandis que ses pensées tourbillonnent dans sa tête, Delman se remémore des scènes de la guerre elle-même. Il se souvient du massacre des chevaliers du Grand Khan et de l'injustice flagrante de toute cette opération. Profitant de l'élan de la bataille, la tribu fut anéantie. Il maudit l'homme responsable de ce complot, se souvenant comment ce même salaud lui avait envoyé un rapport de victoire, proclamant la défaite des Kirgas du Champ de Neige. Tout cela avait été orchestré parce que Delman avait exigé un résultat clair et décisif pour cette expédition. Le corps de Khan avait disparu dans le chaos de la bataille, probablement dissimulé par les barbares. Même si Khan avait survécu de justesse, le poison se serait répandu dans son corps et aurait scellé son sort. Finalement, Delman se persuade qu'il ne lui reste plus qu'à retourner à Caliban. Faire son rapport sur le succès de la mission et en finir. Un sourire narquois se dessine sur son visage tandis qu'il s'avance, son groupe le suivant de près, mais soudain, il s'arrête net. Au loin, il aperçoit un homme immobile. Cette vision le stupéfie. La confusion se lit sur son visage lorsqu'il réalise que cette silhouette se tient près de la base avancée. L'homme se tourne lentement vers Delman, le visage sombre et grave, et l'appelle par son nom. Fou de rage, Delman serre les dents et abat son épée. Des flammes jaillissent de la lame et des flammes s'élèvent dans les airs, annonçant un nouveau combat. Delman serre les dents de colère tandis qu'un étrange malaise lui parcourt l'échine. Il perçoit une énergie inconnue et comprend que Clank aurait déjà dû être mort. En s'approchant, une aura puissante et oppressante commence à s'élever du corps de Clank. Dans l'ombre de ce dernier, Delman distingue la forme d'un démon qui se forme. Clank se tourne vers lui, le visage sombre, condamnant la profanation d'un duel sacré et prestigieux. Un duel qui se devait d'être livré avec honneur. Sa présence irradie la terreur, suggérant que même les surhommes capables dotés des centaines de vies d'un seul coup d'épée finissent par être dévorés. Une vague d'horreur se propage sur le champ de bataille. Delman est saisi de peur. Une sueur froide ruisselle sur son visage tandis que sa confiance s'effondre. Dans sa panique, il comprend que l'être qui se tient devant lui n'est pas un membre de son clan, mais quelque chose de totalement différent. Quelque chose d'inconnu et de bien plus dangereux. Poussé par le désespoir, Delman lance une attaque à l'épée, des flammes jaillissant violemment de la lame. L'homme esquive le coup sans effort et exige une réponse. Sans hésiter, Delman attaque de nouveau, déchaînant des flammes encore plus puissantes. Une fois encore, l'homme esquive aisément. Comme si ses attaques étaient vaines, Delman songe amèrement que croire au duel sur un champ de bataille était peut-être une erreur. Le feu libéré par l'épée de Delman embrase le sol, faisant fondre et brûler la glace environnante. L'homme réplique par un regard noir et mortel, reconnaissant en Delman un puissant guerrier ayant atteint un niveau exceptionnel pour un humain. Il offre à Delman une ultime chance. Il exige un duel. Sentant le danger s'intensifier, Delman ordonne à ses camarades de se préparer au combat. Les chevaliers se mettent aussitôt en formation, encerclant l'homme de toutes parts. Imperturbable, ce dernier affiche un sourire narquois. Une aura démoniaque commence à se concentrer dans ses mains tandis qu'il les toise avec mépris. Il déclare qu'un mortel sans honneur ne mérite pas une mort honorable et qu'il est hors de question de partager un tel sort avec un barbare comme Delman.
De ses mains jaillit un poison qui se répand dans les corps des chevaliers tombés. La toxine se répand dans leurs veines, infectant chaque cadavre au sol. Les chevaliers se mettent à hurler comme des zombies. Leurs cris sont emplis d'une douleur insoutenable. Des gémissements résonnent sur le champ de bataille tandis que leur souffrance s'intensifie. Leurs yeux deviennent rouges sang tandis que leur corps s'effondre dans la poussière. Incapables de supporter plus longtemps l'agonie, ils supplient l'homme de mettre fin à leurs jours, implorant désespérément car la douleur est insupportable. Leurs cris s'éteignent, l'homme s'avance et tranche la gorge de Delmant à main nue. Aussitôt après, il frappe la glace avec une force colossale, déclenchant une explosion massive. Les chevaliers survivants sont projetés en l'air et s'écrasent au sol, atrocement blessés. Le ciel ne se couvre pas de nuages. Au lieu de cela, le sang se répand dans l'air comme un brouillard sinistre. L'homme assène alors un coup de poing dévastateur à Delmant. Son poing transperce la poitrine de Delmant et ressort par son dos, y laissant une plaie béante. Le sang jaillit de la blessure et s'échappe de la bouche de Delmant. Alors que Delmant suffoque de son propre sang, il se demande faiblement quelle autre option lui reste. Il s'effondre au sol, gémissant de douleur. Son corps tremble sous l'effet de l'agonie et il se met à crier qu'il souffre, suppliant à plusieurs reprises qu'on l'achève car il ne peut plus endurer la souffrance. Quelques instants plus tard, Delmant rend l'âme. Tandis que sa vie s'éteint, ses yeux deviennent rouge sang. Il lance un regard glacial et condamne tous les présents, les traitant de sauvages. Des êtres nés des morts, privés de leur mort légitime. La scène s'élargit et révèle les chevaliers déchus se relevant et encerclant les chevaliers écarlates survivants. La stupeur se propage dans les rangs tandis que les chevaliers se figent, incapables de comprendre ce qui se passe ou comment réagir. L'homme annonce alors l'ouverture d'un colisée sanglant. Le dieu de tous les barbares apparaît devant eux. Altu, le père des duels, descend sur le champ de bataille avec un sourire tordu et un rictus obscène. Il déclare son intention de leur accorder personnellement une mort honorable, affirmant que s'ils prétendent ne pas être des barbares, ils doivent le prouver par un duel. Soudain, du sang se met à pleuvoir du ciel. Les chevaliers, pétrifiés, lèvent les yeux au ciel. Leur peur s'intensifie à mesure que le cauchemar s'aggrave. La scène se déplace ensuite doucement, quittant le champ de bataille. Do baisse respectueusement la tête et dit à Alan qu'il l'y conduira. Ce geste laisse tout le monde stupéfait. Les chevaliers n'en croient pas leurs yeux. Ils sont choqués qu'il ait baissé la tête, et plus encore qu'il l'ait fait en portant cette épée. Le récit explique qu'à Caliban, le prestige de Déo Masilian, même sans épée, est immense. Il avait jadis vaincu le second prince, un vaurien qui avait harcelé son jeune frère sans être inquiété. Il n'avait jamais fait preuve de courtoisie envers quiconque, hormis le roi. Aussi, s'incliner devant un simple comte étranger lui paraissait-il inconcevable. Alan observait attentivement Do et se demandait qui était vraiment le comte Palladius, s'interrogeant sur l'identité de cet homme devant lequel Do pouvait s'incliner en brandissant cette épée. Au même moment, les chevaliers alentour fixaient Alan avec incrédulité, partageant la même pensée. Ils se demandaient qui il était réellement et quel genre d'homme pouvait bien amener le duc Deus à s'incliner devant lui. Soudain, Deus fit venir un carrosse d'un luxe inouï et invita Alan à prendre place à bord pour leur départ. À cette vue, Alan était à la fois choqué et accablé. Sentant que l'attention et le traitement sont excessifs, Evan fait discrètement signe à Alan de passer devant, précisant qu'il suivra en calèche. Alan se rend donc au manoir de Davos. Il descend de la calèche avec une expression ennuyée, puis regarde devant lui et aperçoit un immense manoir luxueux, rutilant et illuminé de mille feux. Sa vue lui fait penser à une gigantesque structure en forme de crabe. Il s'agit du manoir de Davos. À l'intérieur, le silence est pesant. Personne ne parle. Alan se dit que, techniquement, être venu ici est une réussite. Même s'il a reçu Kim Dong-dong comme prévu, il reste mal à l'aise. Ce malaise persiste, le poussant à se demander si la situation elle-même ne le met pas mal à l'aise. Finalement, il décide que la meilleure solution est d'être honnête et d'exposer clairement ses intentions dès le départ. Il pense que c'est la meilleure façon de témoigner du respect et de la considération envers l'autre personne. Il soupire et se ressaisit. Alan entre alors dans la chambre de Déo et lui demande de lui parler un instant, expliquant que sa visite a un but précis, il est venu spécialement pour lui demander un service. Déo, visiblement choqué, réagit avec surprise, incapable de croire qu'Alan vienne lui demander quelque chose, et l'incite à s'expliquer. Alan accepte de se justifier et lui fait signe qu'il dira tout clairement. Les yeux de Déo s'écarquillent de stupeur.
Il déclare aussitôt qu'aider Alan serait un plaisir. Simultanément, il comprend qu'il ne s'agit pas d'un ordre. Alan lui fait alors remarquer que quelque chose cloche dans cette situation. Intérieurement, Alan est partagé entre plusieurs émotions. Il se demande en silence s'il est toujours perçu comme un effronté. Deus, s'avançant, brise la tension et propose de s'asseoir pour discuter sérieusement. Peu après, ils prennent place autour d'une table à thé. Un silence gênant s'installe, aucun des deux ne prononçant un mot. L'atmosphère est pesante et tendue. Alan, s'ennuyant et se sentant mal à l'aise, se met à réfléchir. Il se demande si le maître des lieux n'est pas censé s'asseoir en bout de table. Il soupire discrètement et médite sur la question. Malgré la gêne, la situation lui plaît. Il a l'impression que Deus le traite comme un père. Après un long silence, Alan finit par le rompre. Il explique avoir deux demandes à formuler et reconnaît qu'elles ne seront peut-être pas faciles à accepter. Il poursuivit en mentionnant qu'il avait une affaire importante qui nécessitait un voyage vers le nord. Il suggéra également la possibilité qu'ils voyagent ensemble. Deo accueillit favorablement l'idée et accepta sans hésiter, manifestant une joie sincère. Alan, cependant, ressentit un mélange d'ennui et de doute, se demandant si les choses se dérouleraient vraiment aussi facilement. Deo révéla alors qu'il planifiait déjà une expédition vers le nord. À ces mots, le visage d'Alan s'illumina d'un sourire. Il éprouva un sentiment de soulagement, réalisant que la première requête s'était résolue plus facilement que prévu. Ceci étant fait, Alan se tourna vers la seconde requête. Il savait que celle-ci était bien plus complexe et comportait davantage de risques. Après une brève pause, Alan en parla enfin à Deo. Il expliqua que l'affaire concernait le trésor royal de Caliban. Il exprima ensuite son intention d'emprunter un artefact particulier qui y était conservé, l'anneau du fou. Le poids de la requête planait, laissant présager que cette décision pourrait avoir de graves conséquences.